Shabbat, Dafhet, on va commencer par Zayn Amud Bet. Les 6 dernières lignes. Goufa, Amar Rav Hizda, Na'atz Kane Birshut Hayahid, Vezarak Venach al Gabav, Afilu Gavo Amea Ama, Hayav, Mipene Shereshut Hayahid, Ola, Ad Larakia. Rav Hizda n'est pas d'accord avec ce qu'on a appris jusqu'à présent. On a appris que le din de la Hotza'a, qui est constitué de 2 parties, de 2 éléments, Akira et Hanaha, pour que la Akira et la Hanaha soient considérées comme telles, il faut que ce soit une Akira à partir d'un Makom Arba al Arba et une Hanaha sur un Makom Arba al Arba. Ça veut dire quoi? Que la surface à partir de laquelle on a pris l'objet pour le faire sortir du Reshut Hayahid, pour l'amener au Reshut Harabim, ou l'inverse, la surface de laquelle on a pris l'objet du Reshut Harabim pour l'introduire dans le Reshut Hayahid, il faut que ce soit une surface de 4 fachim par 4 fachim au minimum. Pareil pour la Hanaha. Quand on dépose l'objet, il faut le déposer sur une surface importante qui fait au moins 4 par 4 fachim. Très bien. Ça, c'était ce qu'on avait appris. Or, Rav Hizda vient et nous dit que dans le Reshut Hayahid, cette règle n'est pas applicable. Au niveau du Reshut Hayahid, imaginons par exemple, j'ai un enclos. Je me trouve dans un jardin qui est clôturé avec des parois, des barrières de 10 fachim de haut. Eh bien, si au milieu du jardin, on a un poteau qui est planté, un roseau, une baguette, Na'atz Kane Birshut Hayahid, même si ce canet, il est haut de 100 coudées, si quelqu'un a pris un objet du Reshut Harabim et il a lancé dans le Reshut Hayahid, et dans le Reshut Hayahid, ça s'est perché au sommet du canet. Ça s'est perché au sommet du canet. Le canet, on a dit, c'est un petit roseau ou une poutre, un petit poteau qui est étroit. Évidemment qu'il n'y a pas une surface de 4 fachim sur 4 fachim dans ce canet. Ce roseau, il est étroit. Et tout de même, nous dira Rav Hizda, cet homme est hayav, parce qu'il a fait une achnasa du Reshut Harabim vers le Reshut Hayahid. Bien que l'objet n'a pas atterri sur le sol, ni sur une table qui fait une surface de 4 par 4 fachim, ça s'est perché au sommet du roseau, du canet, de la poutre. Malgré tout, cet homme est hayav. Et pourquoi? Il donne la raison. Il dit parce que le Reshut Hayahid, Ola ad Larakia, la différence entre Reshut Hayahid et Reshut Harabim, c'est que la zone atmosphérique du Reshut Harabim, elle n'occupe que 10 fachim de hauteur. Au-delà de 10 fachim, à partir du sol du Reshut Harabim, ça s'appelle Avir Makom Ptur. C'est l'atmosphère du Makom Ptur. Donc si par exemple vous êtes dans le Reshut Harabim et qu'on avait des lunettes pour voir les couleurs des Reshuyot, on aurait vu que depuis le sol du Reshut Harabim jusqu'à 10 fachim de haut, il y a une couleur de Reshut Harabim, et au-delà de 10 fachim, il y a une couleur de Makom Ptur. C'est un lieu neutre, parvé. C'est pas ni Reshut Hayahid ni Reshut Harabim. Tandis que le Reshut Hayahid, lui, n'est pas limité dans la hauteur. Reshut Hayahid, Ola ad Larakia. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que les parois du Reshut Hayahid qui font 10 fachim de haut, on leur applique une halacha le Moshe Misinaï qui dit Gud asik mehitzata. Traduction, Gud. En français, ça veut dire tire. Asik monte. Mehitzata, les parois.
en araméen, Gud Asik Mehitzata, en français, tire et fait monter les parois. Et donc, comme la halakha les Moshe Misinaï nous indique que les parois de Ditfachim qui sont posées au sol, tu dois les monter et les tirer jusqu'au ciel, donc tout l'espace qui se trouve intramuros, dans ces parois virtuelles, s'appelle Reshut HaYachid. De ce fait, nous dit Rav Chisda, tu as compris pourquoi un objet qu'on a lancé du Reshut HaRabim et qui a atterri au sommet de cette perche, de cette baguette, pourquoi est-ce qu'il est Hayav? Étant donné que le Reshut HaYachid, il monte jusqu'au ciel, donc là où l'objet est posé, il est posé sur le Reshut HaYachid. Hayav. Là, on n'exige pas une surface de Arba'a Tefahim. Vous posez une bonne question. Comment se fait-il que Rav Chisda condamne un homme qui a pris un objet du Reshut HaRabim et il a lancé vers le Reshut HaYachid, il s'est perché sur le roseau et il est Hayav tout de même. Mais pourtant, quand il a lancé l'objet, il était dans le Reshut HaRabim. Et dans le Reshut HaRabim, on a dit qu'au-dessus de Ditfachim, c'est Makom Pitour. Donc forcément, l'objet, il a traversé Makom Pitour. Comment ça se fait qu'il est Hayav? C'est vrai qu'il a traversé le Makom Pitour, mais on a déjà vu que, étant donné qu'il n'a pas reposé, qu'il ne s'est pas posé dans le Makom Pitour, il est Hayav. Comme Hamehallech, mi Hanout, les platia, derer sitio, Hayav. Hanout, c'est Reshut HaYachid. Et platia, c'est Reshut HaRabim. Entre les deux, on a un Makom Ptour qui s'appelle Stav. Et tout de même, il est Hayav. Même Ben Azaï qui disait qu'il n'est pas tour, c'est que parce que Mehalech qui omed dami. Mais si on lance un objet, on est Zorek, et il n'a pas atterri dans le Makom Ptour, bien qu'il ait traversé un Makom Ptour, cet homme est Hayav. Car la Akira, elle est Bechiyuv, la Hanaha est Bechiyuv. Donc je ferme la parenthèse. Et je reviens donc à ce chidouche de Rav Chisda, qui consiste à dire que si l'homme a lancé un objet du Reshut HaRabim et il a atterri dans le Reshut HaYachid, bien qu'il n'ait pas atterri sur un makom hashuv, de Arba al Arba, il est tout de même Hayav. Alors relisons. Goufa. On dit Goufa lorsqu'on reprend un sujet qui avait été évoqué précédemment. Et ça, on l'avait déjà vu. Que Amar Rav Chisda, Na'atz Kaneh Birshut HaYachid, un homme qui a planté un roseau ou une baguette dans le Reshut HaYachid. Vezarak Venah al Gabav. Et il a lancé un objet du Reshut HaRabim vers ce canet. Afilu Gavo Amea Ama Hayav. Même si le canet, il mesure 100 coudées de hauteur, il est Hayav. Mi Pene, chez Reshut HaYachid, Olad Larakia. Car le domaine privé monte jusqu'au ciel, contrairement au domaine public qui est limité à 10 tfachim de hauteur. Fin de citation de Rav Chisda. Maintenant, la Gemara propose une interprétation. Lima Rav Chisda de Amar Kerabi de Tanya Zarak Venah al Gabeziz Kolsheu Rabbi Mechayev Vachachamim Potrim Alma Loba'inan Makom Dalet al Dalet. C'est-à-dire, peut-être que Rav Chisda, qui a dit que dans le Reshut HaYachid, on n'a pas besoin de Makom Arba al Arba, comme dans le Reshut HaRabim, parce que le Reshut HaYachid, Olad la Rakia, Nachon. En tout cas, dans le Reshut HaYachid, il nous a dit clairement que l'Otsarich, Makom Arba al Arba. Est-ce que Rav Chisda s'appuie sur Rabbeinu HaKadosh? On retrouve que Rabbeinu HaKadosh et Hachamim sont en mahloket. Quel est le din si un homme Zarak Venah? Regardez comment c'est écrit. Zarak Venah al Gabeziz Kolsheu. Rabbi Mechayev Hachamim Potrim.
on a une mahloket entre Rabbi et Chachamim, et la Gemara comprend pour l'instant qu'il s'agit du même cas de figure. D'un homme qui prend un objet, il le lance du Reshut Arabim, et il est Nah Birshut Yahid, mais sur quoi? Non pas sur une surface de 4 par 4 fahim, mais sur un ziz. C'est quoi ziz kol shehu? Ziz, c'est si par exemple on a un mur, et on a quelque chose qui sort du mur. Une barre, ça s'appelle ziz kol shehu. Tout objet qui est en relief sur un mur, ça s'appelle ziz. Quel est le din si un homme avait un ziz qui sortait du mur dans le Reshut Yahid? Et une personne est passée dans le Reshut Arabim, elle a pris un objet du Reshut Arabim, elle a lancé vers le Reshut Yahid, et ça a atterri sur le ziz. Rabbi dit Hayav. Chachamim disent Patour. A priori, la mahloket entre eux, c'est quoi? C'est que Chachamim exige, même dans le Reshut Yahid, Makom Arba al Arba, il faut un minimum de surface de 4 fahim par 4 fahim. Tandis que Rabbi dit, puisque Reshut Yahid, on a de la rakia, alors peu importe où l'objet a atterri, Hayav, même si c'est Ziz Kol Shehu. Donc Rav Rizda, qui a dit que Na'atz Kaneh Birshut Yahid, Vezarek Venachal Gabav, Afilu Gavoa Mea Ama Hayav, parce qu'il pense comme Rabbi, que Afilu Ziz Kol Shehu Hayav. Mais d'après Chachamim, qui exige Afilu Birshut Yahid Arba al Arba, c'est sûr que Rav Rizda ne peut pas s'appuyer sur eux. Donc le chidouche de Rav Rizda ne fait pas l'unanimité. Il fait l'objet de la mahloket Rabbi et Chacham. C'est une proposition d'interprétation de la mahloket de Rabbi et Chachamim. Je passe au Dafhet. Amar Abaye, Abaye réfute cette proposition. Et il dit Birshut Yahid ekule alma la pelige kede Rav Rizda. Si on est dans le Reshut Yahid, alors tout le monde est d'accord en effet avec Rav Rizda. Que quoi? Regardez le deuxième pirouche de Rashi. Amar Abaye bede Rav Rizda de ave Birshut Yahid afilu Rabbanan modu. Dans le Reshut Yahid, ça c'est sûr que tout le monde est d'accord avec Rav Rizda qu'on n'a pas besoin de Makom Arba al Arba. Même Chachamim serait d'accord avec Rav Rizda que toute cette exigence de 4 par 4 Tfahim, c'est que Birshut Arabim. Aval Birshut Yahid, Afilu Chachamim modim le Rav Rizda, Shelo Tzarich. Et donc Ziz Kol Shehu, ou Kane, Birshut Yahid, Bevadai que Hayav. Celui qui aurait jeté un objet qui s'est perché sur le canet, Bevadai qu'il est Hayav. Même d'après Chachamim, pas seulement d'après Rabbi. Car tout le monde est d'accord avec Rav Rizda que dans le Reshut Yahid, on n'exige pas Makom Arba al Arba. Alors, pourquoi ils sont en mahloket? Rabbi et Chachamim à propos de Ziz Kol Shehu. Et la hacha, be'ila na'omed birshut yahid, ve'nofo notel irshut arabim, ve'zarak ve'nach anofo, de Rabbi savar amrinan shade nofo batar ikaro, ve'rabanan savre, lo amrinan shade nofo batar ikaro. Ici, on parle d'une branche d'arbre. Un arbre dont le tronc est planté dans le Reshut Yahid. Mais la branche a dépassé la clôture et elle penche vers le Reshut Arabim. Et maintenant, quelqu'un se trouve dans le Reshut Arabim, il prend un objet et il le lance dans le Reshut Arabim. L'objet a parcouru plus de Arba Amot. Et il va atterrir sur la branche. Étant donné que l'objet va atterrir sur la branche, et la branche
ne fait pas arba tfahim sur arba tfahim, évidemment une branche c'est étroit, ça n'a pas une surface assez large. C'est là la mahloket. Birshut Arabim, où tout le monde est d'accord qu'il faut absolument une surface de 4 par 4. Là, la branche ne fait pas cette surface. Alors, est-ce que quelqu'un qui a lancé un objet au-delà de Arba Amot, l'objet a parcouru Arba Amot, est-ce qu'il est chayav ou pas quand il a atterri sur la branche? Alors, d'après Rabbi, oui. D'après Chachamim, non. Pourquoi Rabbi dit oui? Pourtant, on est dans le Reshut Arabim. Il faut Arba al Arba. Il te dit, étant donné que cette branche, elle est reliée au tronc, et le tronc lui-même, il a une largeur de 4 par 4, c'est un tronc qui est épais, ça donne, même à la branche, un statut de Arba al Arba. Car la branche est reliée au tronc. Elle est considérée comme le tronc. Tandis que, d'après Hachamim, ils disent non, le tronc c'est vrai qu'il a Arba al Arba, mais la branche qui, elle, tend vers le Reshut Arabim, cette branche-là n'a pas Arba al Arba. Pourquoi tu vas la considérer comme Arba al Arba? Parce qu'elle est reliée au tronc, mais quel rapport? L'objet n'est pas tombé sur le tronc, il est tombé sur la branche. De ce fait, cet homme est patour, car il manque la anaha. La anaha doit être sur Makom Chashuv. Et la branche n'est pas considérée Makom Chashuv, puisqu'elle n'a pas la largeur de Arba al Arba. Voilà, Rabotai, une explication de cette Gemara selon la version que nous avons, nous, dans la Gemara. Mais je voudrais vous faire part, entre parenthèses, c'est un commentaire. Vous le prenez très bien, vous ne le prenez pas, ce n'est pas grave, c'est une deuxième version. Selon une deuxième version des Rishonim, Rashi lui-même cite l'Ishna Harina, mais dans son premier pirouche, il a une version, et qui correspond d'ailleurs à celle de Tosfot. Regardez Tosfot. Amar Abaye, Hacha be'ilan ha'omed birshut hayachid venofo notel reshut harabim. D'après cette version, il faut effacer totalement la première ligne. Voyez-vous, c'est écrit Amar Abaye, birshut hayachid de kule alma la peligé ke de Rav Chizda. Et la hacha be'ilan ha'omed birshut hayachid venofo notel reshut harabim vezarach venacha nofo. Voyez-vous comment on lit dans notre Gemara. Mais d'après la version des Rishonim, il faut gommer et effacer toute cette phrase. Il faut lire comme ça. Amar Abaye. Et vous passez directement à la deuxième ligne. Hacha be'ilan ha'omed birshut hayachid. Faut pas lire Dekule alma. Amar Abaye. Birshut hayachid Dekule alma la peligé ke de Rav Chizda. Faut pas lire comme ça. Il faut lire directement. Amar Abaye. Deuxième ligne. Hacha be'ilan ha'omed birshut hayachid nofo noté l'Reshut Arabim. D'après cette deuxième version, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Alors, je vous invite à regarder la deuxième ligne de Rashi. Shadinofo de Hashiv Agav Ekaro, de Idbe Dalet, ve de Rav Chizda, de Lokerabi, ve de Lokerabanan. Selon cette version, Rav Chizda est en mahloket avec Rabbi et Hachamim. Hachamim et Rabbeinu Akadosh, eux pensent qu'il faut toujours Arba al Arba, et pas seulement Birshut Arabim, même Birshut Hayachid. Et comme on l'a toujours compris. Alors pourquoi est-ce qu'ici, Rabbeinu Akadosh a été tolérant, entre guillemets? Ça veut dire qu'il a dit que même si le ziz, même si la branche, elle fait moins de Arba al Arba, on est Hayav. Tu veux savoir pourquoi? Parce que cette branche, elle est reliée à un tronc. Et le tronc, Yeshbo Arba al Arba. Alors ça donne une chashivou de Arba al Arba même à la branche. Mais Hachamim disent que non. Chaque chose est considérée séparément. Le tronc, c'est le tronc, la branche, c'est la branche. Mais tout le monde est d'accord que il faut absolument Arba al Arba, Filou Birshut Hayachid. Et personne n'est d'accord avec Rav Chizda. Ça, c'est d'après cette version. Seulement,
là où je reste perplexe, d'après cette version, comment peut-on imaginer que Rav Hizda, qui est un Émora, soit en mahloket avec des Tanaïm, tels que Rabbeinu Akadosh et Hachamim? Sur qui il s'appuie pour dire ça? C'est extrêmement étonnant. Comment Rav Hizda a pu dire une chose pareille, qu'on n'a pas besoin de Arba al Arba, Sinat Kane Birshut Ayachid, Vezarek Venach al Gabav, Chayav, Mapitom Chayav, mais pourtant il manque la surface de 4 par 4. Et d'après cette version que je viens de vous lire, c'est qu'il ne peut pas s'appuyer sur Rabbi. Parce que Abaye justement va dire que Hachab et Mayaskinan, Be'ilana Omed Birshut Ayachid, Venofo Noté Birshut Arabim. Alors comment Rav Hizda peut être Olek? Peut-être que quand la Gemara a dit Amar Abaye Hacha Bemayaskinan, c'est une réfutation de Abaye. Abaye, lui, va dire à Rav Hizda, en réalité, toi, tu n'as pas de preuve pour t'appuyer sur Rabbi, car je peux dire que la mahloket de Rabbi et Chachamim, Zebe Ilan Ha'omed Birshut Ayachid, Venofo Noté Birshut Arabim. C'est une hypothèse, c'est une interprétation proposée par Abaye. Mais Rav Hizda, lui, peut te dire que non. Quand on a parlé de Ziz Kol Shehu, Zeki Pshuto, lui, Rav Hizda, va te dire, moi je m'appuie sur Rabbi. Car moi je traduis Ziz Kol Shehu, pas comme tu as expliqué toi Abaye, qu'on avait un arbre qui était dans le Reshut Ayachid, avec une branche qui penchait vers le Reshut Arabim, et ainsi de suite. Rav Hizda va te dire, pas du tout. C'est une interprétation qui est trop recherchée. Pourquoi est-ce que tu ne traduirais pas simplement les paroles de Rabbi et de Chachamim? Zarak, Venah, Al-Gabe, Ziz, Kol Shehu, Rabbi Mechayev, Chachamim, Potrim. Alma, Lobainan, Dalet, Al-Dalet. Eh bien, Rav Hizda, il va te traduire littéralement cette mahloket. Abaye qui a tenté de démontrer que Rabbi n'est pas une preuve pour Rav Hizda, car on peut dire que leur mahloket est Be'ilan ha'omed birshut ayachid venofo noté birshut arabim. Ça, c'est une hypothèse, mais ce n'est pas une proposition qui s'impose. Nachon, c'est pas un pirouge qui s'impose, puisque Rabbeinu Akadosh n'a jamais parlé de ça. Rav Hizda peut s'entêter et dire que la mahloket de Rabbi et Hachamim, elle est bémet dans un cas de Ziz Kol Shehu. Donc voilà la fin du commentaire pour comprendre qu'on a ici deux versions. Et je résume. Première version, c'est que on lit en effet Amar Abaye Birshut Ayachid et Koulé Alma la pligé que des Rav Hizda. Selon cette version, tout le monde est d'accord avec Rav Hizda, Birshut Ayachid, qu'on n'a pas besoin d'Arba l'Arba. Leur mahloket elle est Birshut Arabim. Est-ce que là-bas, on dit Shadin Nofo Batar Ikaro, ou on ne dit pas Shadin Nofo Batar Ikaro? Est-ce qu'on confère à la branche le statut du tronc ou pas? C'est ça la mahloket. Selon la deuxième version, Bichlal, il ne faut pas lire la première phrase de la page Het, il faut directement dire Amar Abaye, Achabe Ilan Aomed Rushtachim Nofon Arabim. Et dans ce cas-là, selon cette version, Rabbeinu Akadosh et Hachamim ne sont pas d'accord du tout avec Rav Hizda, donc Rav Hizda n'a pas sur qui s'appuyer. Seulement, je me posais la question, alors s'il n'a pas sur qui s'appuyer, comment Rav Hizda en tant que Émora peut-il s'opposer à des Tanaïm s'il n'a aucun Tana pour l'appuyer? Alors il faut dire que Rav Hizda va dire à Abaye, c'est ton interprétation à toi de leur mahloket. C'est toi qui dis que... Et en même temps, ça vous met à 2 mètres. Bon, on a terminé la partie.
Voilà, on a terminé une partie qui était relativement difficile et maintenant nous allons totalement changer de sujet. Amar Abaye, Zara kaveret lirshut arabim, gevoa asara, ve'ena rehava shisha, hayav. Rehava shisha patour. Quel est le din lorsque on se retrouve dans le reshut arabim et on lance un objet au-delà de 4 coudées? Eh bien, évidemment, cet homme est hayav, puisqu'il a fait une ha'avara de arba amot birshut arabim. Et on le sait que Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer un objet mithilat arba, les sof arba, le jour du Shabbat. Tant qu'on est à l'intérieur des 4 coudées, on fait par exemple 3 coudées, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on a dépassé 4 coudées, ça s'appelle Rotsa'a. Ma'avir arba amot birshut arabim. Maintenant, quel est le din si on lance un objet? C'est comme si on l'a transporté. Lancer, zorek, c'est comme ma'avir. Et d'où on apprend que zorek, hefetz, arba amot birshut arabim, c'est comme un ma'avir? Réponse, c'est que dans le Mishkan, en effet, les fabricants des tentures du Mishkan allaient utiliser des aiguilles et ils se lançaient les outils de travail. Par exemple, on était assis l'un à côté de l'autre, on travaillait à la chaîne, j'avais une aiguille, je la lance, prends mon aiguille. Donc, puisqu'on était Zorek Mehatim Mizelazé, au-delà de Arba Amot Birshut Arabim, alors on apprend de là que Zorek, c'est comme Ma'avir. Mais Abaye nous dit un très grand hidouche. Quand est-ce que l'on peut considérer que lancer un objet Birshut Arabim, Hayav, c'est uniquement dans la mesure où on a lancé un petit objet. Mais si l'objet qu'on a lancé, c'était tellement volumineux que ça correspond à un Reshut Yahid, par exemple, je prends une grosse boîte, elle fait 10 tfachim de hauteur et une surface de 4 par 4 tfachim. Elle est rectangulaire la boîte. Surface de 4 par 4 tfachim et hauteur de 10 tfachim. Et je lance ma din. Le din est que patour. Pourquoi patour? Parce que tu n'as pas été zorek un hefetz, tu as été zorek un reshut. Abaye, lui, n'a pas parlé de quelqu'un qui a lancé une malle ou un caisson qui faisait 10 tfachim de haut et une surface de 4 par 4 tfachim. Il a parlé d'une kaveret, d'une ruche d'abeilles, qui avait ses mensurations de Reshut Yahid, mais étant donné qu'une ruche d'abeilles, elle est de forme circulaire, donc forcément, le diamètre doit être plus grand que 4 fahim. Le diamètre doit être de 6 fahim, il nous dit. Comme ça, Zara kaveret l'Reshut Arabim, gevoa asara ve'ena rehava shisha hayav, rehava shisha patour. Si la kaveret, la ruche d'abeilles, qui faisait 10 tfachim de haut, si elle faisait 6 tfachim de diamètre, alors ça correspond à un reshut yahid. Donc c'est comme si tu as lancé un reshut yahid. Tu es patour. Car dans le Mishkan, on ne lançait pas des reshuyot. On ne lançait que des petits objets. Tandis que si la ruche d'abeilles a un diamètre inférieur à 6 tfachim, donc ce n'est plus considéré Reshut Yahid, alors dans ce cas-là, c'est un objet. Alors il est Hayav, car il a lancé un objet quelconque. Entre parenthèses, Tosfot Yeshanim pose une question en disant, je ne comprends pas, mais dans le désert, on a bien transporté pendant les voyages le Aaron à Kodesh, le Mizbeach, et ils étaient grands. Ils avaient un volume de Reshut. N'est-ce pas? Il faisait plus de 10 tfachim de hauteur et plus de et 4 tfachim et plus de 4 tfachim de largeur. Donc, comment se fait-il que tu me dis pas tour si on lance un reshut, mais là-bas on transportait bien des reshuyot? Alors, je pense que la réponse est facile, car Rashi nous a précisé que là-bas on était zorek des mehatim, on lançait des aiguilles. Mais on n'était pas zorek des reshuyot.
Ça veut dire que là où on n'est pas tour, c'est quand on est zorek. En effet, si tu transportes le reshoot, la kaveret, si tu la transportes, tu seras hayav. Comme on était hayav, comme on transportait des reshuyot dans le Mishkan. Mais là, on parle de zorek kaveret, c'est précis. C'est pas pour rien que Amar Abaye Zarak kaveret reshut arabim. Abaye n'a pas dit Hama'avir kaveret. Car Behemet, s'il est Ma'avir kaveret, c'est pour nous donner un chidouche supplémentaire. Pourquoi Abaye a parlé de kaveret et il n'a pas parlé d'un caisson qui fait 10 fachim de haut avec 4 fachim de large? Ça aurait été tellement plus simple. Pourquoi il a parlé de kaveret? C'est pour nous rajouter un chidouche supplémentaire. C'est de nous dire que la kaveret, elle a un statut de reshoot que si elle a un diamètre. Et quel est le diamètre? 6 fachim. Sur quoi c'est basé? Sur une règle géométrique. Quelle est la règle géométrique? Que lorsqu'on a un carré, on a une diagonale. Il y a des droites, il y a des côtés, mais il y a la diagonale. La diagonale, elle fait combien par rapport à la droite? Elle fait 2/5 de plus. La diagonale, elle fait toujours 2/5 de plus que le côté. La droite, c'est-à-dire le côté, il fait combien? 4 fachim, on a dit. Alors, il y a combien dans la diagonale? Prenons chaque tefah, 2/5 de plus. Alors, 4 fachim, c'est 4 fois 2/5. 4 fois 2/5, c'est combien? 8/5. Dans 8/5, on a combien de tefachim? Un tefah et 3/5 de tefah. Alors maintenant, on a 4 fachim. Dans 4 fachim, au niveau diagonal, on a quoi? 4 fachim plus 8/5. Dans la diagonale, on a 4 fachim plus 8/5. Ça veut dire quoi? 5 tfahim et 3/5. Si on arrondit, 5 tfahim et 3/5, si on arrondit, ça fait combien? 6. Voilà pourquoi il a parlé d'une kaveret avec un diamètre de 6 tfahim. Car si tu as un diamètre de 6 tfahim, tu peux inscrire dans ce cercle un carré de 4 fachim par 4 fachim, avec une diagonale de 5 tfahim et 3 chomashim. Seulement, il a été mahmir. Il te dit quand est-ce qu'on n'est pas tour que s'il a lancé une kaveret qui avait un diamètre de 6 tfahim. C'est une chomra. Parce qu'il te dit, si tu as moins de 6 tfahim, tu es hayav. La vérité, qu'on n'est pas hayav. Si on avait même 5 tfahim et 5 tfahim et 3/5, déjà, ça s'appelle reshoot. Seulement, il a voulu être mahmir. Il a arrondi pour la humra. Ok. Donc maintenant qu'on a compris le principe, c'est que si je lance un objet, Arba Amod Ushtarabim, je suis hayav. Si je lance un reshoot, Arba Amod Ushtarabim, patur. Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Rava Amar afilu ena rehava shisha patur. Maïtama, ifshar les krumiyot shel kane, shelo ya'alu le ma'ala me'asara. D'après Rava, même si la kaveret elle est étroite, elle fait moins de 6 tfahim de diamètre, et donc ce n'est pas un reshoot, c'est juste un objet, tout de même patour. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, la kaveret elle a 10 tfahim de hauteur. Forcément, il y a des pointes qui dépassent les 10 tfahim de hauteur. Comment on fabrique une kaveret? On prend des roseaux ou de l'osier, et on fait des nattes. Et après cette natte, tu la recourbes, tu la refermes sur elle-même et tu obtiens une forme circulaire, un cylindre. Ce cylindre en osier, ensuite, tu vas le joindre à un fond, à un socle. Tu as un socle, tu fais une rondelle et tu vas coudre le socle à la forme cylindrique, au cylindre plus socle, tu obtiens une ruche. Ensuite, tu poses ça à côté des arbres, les abeilles, elles arrivent,
elles mettent leur cire, le pain de cire, le pain d'abeille, et après dans ces alvéoles, elles déposent leur miel. C'est comme ça qu'on fabrique une ruche d'abeilles. Alors maintenant, il te dit comme ça. Dans la mesure où cette cavérette-là, dans la mesure où cette cavérette avait dit fachim de haut, même si elle était étroite, et donc ça ne s'appelle pas un reshoot, tout de même, quelqu'un qui va lancer la cavérette, Arba Amod Birshut Arabim, il doit être patour. Pourquoi? Nous avons une règle. Quand est-ce que tu es hayav? Quand l'objet est posé entièrement dans Makom Hiyuv. Mais si l'objet il est à moitié posé dans Makom Hiyuv et à moitié dans Makom Pitour, tu es patour. Parce que Eged Keli, Shme Eged. Le Keli, c'est une entité. Alors si la moitié du Keli est dans Makom Hiyuv et la moitié du Keli dans Makom Pitour, imaginons Rabotai, prenons un exemple. Je prends un objet qui fait par exemple 20 fahim. Je prends cet objet qui prend 20 fahim, qui fait 20 fahim. Je le jette dans le Reshut Harabim. On a déjà dit que le Reshut Harabim, il occupe combien d'atmosphère, de avir? 10 fahim. Donc j'ai 10 fahim dans le Reshut Harabim et 10 fahim posés où? Dans ma comme Pitour. Patour. Ah, pourquoi? Pourquoi? À partir de 10 fahim, c'est ma comme Pitour, en dessous c'est ma comme Yari. Eged Keli Shme Eged. Un Keli, c'est une entité, c'est un ensemble. On ne prend pas l'inverse, on se réfère à ce qui est en... Parce que la Torah, quand elle est mechayevet, c'est quand tu as posé dans un makom chiyuv. Or ici, tu n'as posé que la moitié du Keli dans le makom chiyuv. Comme il est à goût de makom pitour, il n'est pas entièrement dans makom chiyuv. Alors tu es patour. Ça, c'est juste un machal que je vous donne pour comprendre ce que dit Rava. Rava dit comme ça. Quand tu fabriques la cavérette, la ruche, tu la fabriques avec des roseaux, n'est-ce pas? Les roseaux, ils ont des pointes. Ces pointes-là, elles dépassent les 10 fahim. Donc il y a des pointes de la cavérette qui se retrouvent posées où? Dans le makom pitour. Puisque la cavérette n'est pas entièrement dans makom hiyuv, il y a une partie qui est dans makom ptour, qui sont les koumiyot shel kané, les pointes de roseau. Alors, patour. Comme si une partie du Keli se trouve dans Makom Pitour. Ça, c'est la ta'ana de Rava. Pourquoi Abaye n'est pas d'accord avec lui? Parce que Abaye considère que les points de roseau de la cavérette ne sont pas hachouv. Ils sont insignifiants. Alors, tu ne peux pas me dire qu'une partie de la cavérette se trouve dans Makom Pitour, puisque le ikar de la cavérette se trouve dans Makom Hiyuv. Des petites pointes qui sortent, c'est pas la cavérette, ça. Alors jusqu'ici, ce qu'on a appris, c'est chidouche, mais c'est facile à comprendre. Maintenant, les amis, je vous invite à attacher la ceinture. Regardez. Kefa'a al-piha, shiv'a ou mashehu hayav, shiv'a ou mechetza patour. Afin de mieux comprendre le chidouche supplémentaire de la Gemara, Kefa'a al-piha, shiv'a ou mashehu hayav, shiv'a ou mechetza patour, il faut rappeler une halakha le Moshe Misinaï. Moshe Rabbeinu nous a enseigné be'alpé les lois relatives aux mechitzot. Par exemple, Goud Asik, Goud Ahit. Mais maintenant, on va parler de l'avoud. C'est quoi l'avoud? L'avoud, c'est lorsque nous avons deux parois qui sont proches l'une de l'autre. Eh bien, s'il y a moins de 3 tfahim d'écart entre elles, on les considère comme collées. Par exemple, on a un skar et on a une mechitza. La mechitza, elle est là, le skar est là. Il y a moins de 3 tfahim entre eux, on considère comme si le skar touche la paroi. Mais si on a par exemple un écart de 3 tfahim, eh bien c'est pas bon, la souka n'est pas cachère. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre la chose suivante. Imaginons que la cavérette, elle fait
7 fahim et Mashéhu. D'accord? Si la kaveret fait 7 fahim et un epsilon, et un petit chouïa. Vous savez que le Reshut Arabim, il occupe 10 fahim de hauteur. La zone atmosphérique du Reshut Arabim, elle est de 10 fahim. Alors imaginez-vous par exemple, moi j'ai lancé une kaveret. La kaveret, elle est en train d'atterrir, et elle arrive à un moment donné, pendant une fraction de seconde, elle se retrouve à moins de 3 tfachim de la Terre. À ce moment-là, puisqu'elle fait 7 tfachim et quelque chose, et il y a moins de 3 tfachim d'écart entre la kaveret et le sol, ça fait quoi? Ça fait exactement 10 tfachim. Pendant une seconde, la kaveret se retrouvait posée au sol grâce au lavoud, et elle occupait 10 tfachim. Qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait dit que si la kaveret, elle est inférieure à 6 tfachim de diamètre, c'est-à-dire la kaveret, elle n'est pas grande, elle n'est pas large, elle n'a pas un statut de reshut, elle a un statut de quoi? D'objet, un objet quelconque, comme une aiguille. Dans le Mishkan, on a vu, on lançait des aiguilles. Là aussi, on a lancé une kaveret, mais qui n'est pas très large. Donc c'est un objet quelconque. Un objet quelconque que je lance au-delà de 4 coudées, c'est sûr qu'on est hayav. Mais maintenant, écoutez bien, hein, cette kaveret qui était étroite, mais elle avait tout de même une longueur de 7 fahim et plus. Ou Mashéhu, 7 fahim Mashéhu. Quand ça atterrit et qu'on était à moins de 3 tfachim du sol, qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué la règle de quoi? La voûte. Et donc, si on a appliqué la voûte, ça fait que la paroi, elle touche le sol. 7 et Mashéhu et 3 moins Mashéhu, ça fait en tout 10. Alors, les amis, un homme qui a lancé cet objet, il est hayav ou il est patour? Il est hayav. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas un diamètre, de 6 tfahim. Et puisqu'il n'y a pas un diamètre de 6 tfachim, nous dit Rashi, c'est de ça qu'on parle, Kefal Pia, mais il n'y avait pas un diamètre de 6 tfachim. Donc s'il a lancé quoi? Un objet. Et où est-ce que l'objet a atterri? Dans le Reshut Arabim. Dans le Reshut Arabim, quel est le din? Hayav. C'est normal. Alors maintenant, par contre, le chidouche, et c'est là où vous allez rester bouche bée. Imaginons que la longueur des parois était de 7 fahim et demi. Pas 7 ou Mashéhu. 7 et 2 Mashéhu. Comme dit Rashi, Shne Mashéhuyin. 2 epsilon. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on va appliquer la règle de la voûte, au moment de l'atterrissage de la kaveret, la paroi, on va lui appliquer la règle de la voûte. Et lorsqu'on va appliquer la règle de la voûte, eh bien, on considère que la kaveret a déjà atterri. Elle a déjà atteint le sol. Grâce au lavoud, pendant une fraction de seconde, la kaveret a atteint le sol. Alors maintenant, si ça atteint le sol, on a une partie de la kaveret qui se trouve en haut du Reshut Arabim dans le Makom Pitour. Je vous l'avais déjà dit que si la kaveret, elle était posée sur le sol et qu'une partie de la kaveret se trouvait dans le Makom Pitour, il est patour. Car pour être hayav, il faut que l'objet soit entièrement posé dans le Makom Hiyuv. Or, le Makom Hiyuv du Reshut Arabim, c'est Ad Asara Tefahim. Mais si l'objet qui est tombé ici, il a une partie qui dépasse dans le Makom Ptour, il est patour. Même s'il est à peine Mashéhu, dans le Makom Pitour, déjà il est patour. C'est le cas. En l'occurrence,
lorsque la kaveret faisait 7 fahim et demi, ça veut dire 7 et 2 machéou. Et lorsque j'ai lancé la kaveret, elle atterrissait, elle arrive à un moment donné, je lui applique le lavoud. Et quand je lui applique le lavoud, c'est 3 moins machéou. Et là-haut, 7 et demi. Si c'est 7 et demi là-haut, ça fait 7 et machéou plus un machéou. Écoutez ce que je dis, je pèse mes mots. 7 ou machéou plus machéou. On a donc un machéou qui est au-delà de dit fahim. Si on a un machéou qui est posé au-delà de dit fahim, ça fait quoi? Une partie du Kéli qui est dans Makom Pitour. Si une partie du Kéli est dans Makom Pitour, Patour, après vous allez me dire, mais à la fin il a atterri totalement. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Après une fraction de seconde où j'ai appliqué le lavoud, il n'y a plus de lavoud. Pourquoi? Car ce Kéli qui fait 7,5 de hauteur, il va continuer son atterrissage. Et donc il va être à ce moment-là Kullo Birshut Arabim. Pourquoi j'ai dit Patour? Écoutez les amis, et là c'est la bombe explosive. C'est que on considère comme si j'ai lancé l'objet d'un Makom Hiyuv et il a atterri dans Makom Pitour, et après du Makom Pitour, il a rebondi vers Makom Hiyuv. Quel est le din? S'il y a eu Akira Bemakom Hiyuv, Hanaha Bemakom Pitour, et ensuite Akira Mimakom Pitour, Ve'anaha Bemakom Hiyuv. Ma'adin, Patour. Puisqu'il y a eu Hanaha Bemakom Pitour. Pour qu'il y ait Hiyuv, il faut que Akira Bemakom Hiyuv, ensuite Hanaha Bemakom Hiyuv, sans aucune interruption. S'il y a eu une Hanaha Bemakom Ptour, Patour. Eh bien, la Hanaha ici, elle est virtuelle. Une Hanaha virtuelle égale Hanaha réelle. C'est ça la halakha le Moshe Misinaï. La halakha le Moshe Misinaï, elle n'est que virtuelle. Une question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a dit Kefa'a Alpia? Il a pris la kaveret, il a jeté à l'envers. Et qu'est-ce que ça change si on l'avait lancé à l'endroit? Pourquoi est-ce qu'on a précisé, il a lancé la kaveret à l'envers? Kfa'a Alpia, il a retourné. Mais même si on avait lancé la kaveret normalement à l'endroit, on aurait dû appliquer la même règle. Pourquoi est-ce qu'on a dit Davka Kfa'a Alpia? Réponse. Pour appliquer la loi de Lavoud, il faut obligatoirement des parois. Pour dire que les parois, elles atteignent le sol, il faut appliquer le din de Lavoud. Et Lavoud, c'est uniquement si on a ici une paroi, l'extrémité de la mechitza. Mais si c'était à l'endroit, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un socle. On n'a pas de mechitzot. Les mechitzot, elles donnent vers le haut. En bas, on a un socle. Le socle, il empêche le Lavoud. Donc, on n'aurait pas pu donner ce hidouche. Pour donner ce hidouche phénoménal, il fallait justement que ce soit à l'envers. Voilà, Rabotai, les hidushim d'aujourd'hui. C'est pas terminé. Rav Ashi Amar, Afilu Shiv'a ou Mechetza Hayav, Maitama, Mechitzot Letochan Asuyot. Rav Ashi dit, pas seulement à l'endroit, il est Hayav, Sheva Vachetzi, mais même à l'envers, il est Hayav, même s'il fait Sheva Vachetzi. Pourquoi? Parce qu'il dit, on n'applique pas la règle de Lavoud. Pourquoi on n'applique pas la règle de Lavoud? Parce qu'il dit, la règle de Lavoud, c'est que pour des mechitzot. Et c'est quoi une mechitza? Mechitza, c'est comme son nom l'indique. Haïtz, c'est pour séparer deux espaces. Quand on veut faire une mechitza. Mais là, on parle d'une kaveret. C'est quoi kaveret? C'est une ruche d'abeilles. À quoi elle sert la ruche d'abeilles? À contenir du miel. Mechitzot, les tochan asuyot. Les mechitzot de la kaveret, c'est comme les parois d'une marmite. Une marmite, est-ce qu'on lui met des parois pour faire des mechitzot? Pas du tout. C'est pour contenir le plat, pour mettre dedans de la viande, du couscous. Sinon, comment tu veux qu'il contienne? C'est pas fait pour mechitza. Alors la notion de lavoud, qui a été enseignée par Halakha le Moshe Misinaï, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de mechitza digne de ce nom.
Or ici, les parois de la ruche d'abeilles, ça ne s'appelle pas Mechitza Bichlal, pour appliquer la loi de Lavoud, pour dire qu'on tire virtuellement la Mechitza vers le sol. Mais pétom, ça s'appelle pas Mechitza, parce que Mechitza Netochan Asuyot, ça a été fait que pour contenir le miel dedans. Non, une souka, c'est qu'il faut construire 4 mechitzot. Il faut construire un skar. Ça veut dire que tu dois d'abord construire les mechitzot et après tu vas habiter dedans. C'est à four. Tu dois habiter dans des mechitzot. Tandis qu'ici, techniquement, matériellement, tu fabriques quelque chose pour contenir. C'est pas pour créer des espaces. C'est pour contenir. Très bien. Et maintenant, Oula va nous enseigner encore un très beau hiddouche. Amar Oula, Amod Tish'a Birshut Arabim, Verabim Mekatfin Alav, Vezarak Venahal Gabav Hayav. C'est quoi ce hiddouche? C'est que normalement, lorsqu'on a dans le Reshut Arabim une colonne, un hamoud, qui fait 10 tfachim de haut, avec une surface de 4 par 4 tfachim. Comment ça s'appelle, les amis? Reshut Hayahid. Si on prend un objet qui était posé dans le Reshut Arabim et on le dépose sur la colonne, cet homme, qu'est-ce qu'il est? Hayav. Mirshut Arabim, Reshut Hayahid. Maintenant, on va nous dire un chidouche extraordinaire. C'est que si cette colonne, elle n'a pas une hauteur de 10 tfachim de haut, elle a une hauteur que de 9 tfachim. Eh bien, la hauteur de 9 tfachim, la surface d'une hauteur de 9 tfachim, sur la colonne, ça s'appelle Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que Rabim et Katfin Alav, les gens qui marchent avec un sac à dos, à l'époque, quand ils tenaient ce baluchon, ils tenaient le sac à dos sur l'épaule, parfois, le sac, il a tendance à tomber. Pour le réajuster, qu'est-ce qu'on faisait? On ne le posait pas par terre. On le posait sur une colonne qui est déjà haute, élevée, et après on remettait son épaule et on réajustait le fardeau. Et pourquoi on ne posait pas par terre? Parce que c'est beaucoup plus difficile de soulever du sol un lourd fardeau que lorsqu'il est déjà surélevé, il suffit juste de mettre son épaule. Ça s'appelle les katef. C'est quoi les katef? Réajuster sur le katef, sur l'épaule. Eh bien, étant donné que les gens en marchant, ils réajustaient leur poids, leur charge, leur bagage sur le dos avec cette colonne, ça s'appelle Reshut Arabim. Et la Gemara, maintenant, va nous donner exactement les mensurations de ce qu'on appelle Reshut Arabim, ce qu'on appelle Makom Ptour et Reshut Hayahid. Regardez ça. Amarula Amot Tish'a Birshut Arabim, Verabim Ekatfin Alav, Vezarak Venahal Gabav Hayab. Puisque ça s'appelle Reshut Arabim, si quelqu'un a pris un objet et il a jeté d'une distance de 4 coudées et ça atterrit sur la colonne, il est Hayav, puisqu'il a fait Arba Amot Birshut Arabim. Maïtama, pour quelle raison ça s'appelle Reshut Arabim? Il te dit comme ça. Pachot Mishlosha Midras Darsele Rabim. À chaque fois qu'on a un relief sur le sol, un endroit qui est surélevé, une bosse quelconque, tant qu'elle est inférieure à 3 tfachim de hauteur, comment ça s'appelle? Reshut Arabim. Puisque les gens, ils piétinent. Mishlosha ve'ad tisha, entre 3 tfachim et 9 tfachim, c'est-à-dire au-delà de 3 tfachim déjà. Et au-delà de 3 tfachim jusqu'à 9, c'est considéré Makom Ptour. Lo midras darsel rabim, velo katoufe me katfe. Ni on piétine cet endroit parce qu'il est trop haut, et ni on s'en sert pour réajuster son fardeau. Donc ça s'appelle Makom Pitour. Nachon? Tisha, vadaï me katfin ilave. Mais s'il fait, comment on appelle ça? 9 tfachim de haut, alors dans ce cas-là,
les gens s'en servent et par conséquent, puisque Rabim et Katfin Alav, ça s'appelle Reshut Arabim. Très bien. Ça, c'est un premier chidouche de Oula. Amar le Abaye le Rav Yosef. Gouma Maï. Abaye pose la question à Rav Yosef. Il lui dit, qu'en est-il des mêmes mensurations, mais pas en hauteur, plutôt en profondeur? C'est-à-dire, si j'ai un creux qui fait moins de 3 tfachim, c'est sûr qu'il est considéré comme Reshut Arabim. Si on a un creux qui fait 10 tfachim de profondeur avec une surface de 4 par 4 tfachim, comment ça s'appelle? Reshut Yahid. C'est clair. Entre 3 et 9 tfachim, c'est Makom Pitour ou Carmélite. Ça dépend de la largeur. S'il y a 4 par 4 ou pas. Mais maintenant, si j'ai exactement 9 tfachim de profondeur, et les gens généralement se servent de cela pour cacher des objets. Par exemple, il va faire son marché. Il a acheté les carottes, les tomates, les bananes. Mais il a encore une liste. Il doit acheter les champignons, il doit acheter la laitue, il doit acheter les radis. Naron? Alors c'est trop lourd. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit trou là-bas dans la rue, et il va, et il cache là-bas ses carottes et ses tomates, en attendant d'acheter les champignons. Eh bien celui-là, il s'est servi de Makom Amok Tisha. De ce fait, puisque la Gouma lui a servi pour un Tashmish, ça s'appelle Tashmish El Rabim. Est-ce que le Tashmish El Rabim, qui se servent d'une Gouma, Amuka Tisha, ça ressemble à un Amoud Gavoa Tisha, Verabim et Katfin Alav? Oula nous a enseigné que Amoud Gavoa Birshut Arabim, Tisha Tfahim, Verabim et Katfin Alav, ça s'appelle Reshut Arabim. Est-ce que nous pouvons appliquer la même règle à une gouma, à un creux, à un puits, un trou qui fait 9 tfahim de profondeur, et les gens s'en servent? Est-ce que c'est un statut de Reshut Arabim? Et par conséquent, si quelqu'un a lancé un objet au-delà de 4 coudées, il a atterri dedans, il serait chayav ou pas? Est-ce que ça s'appelle Makom Ptour, Minatora, ou bien est-ce que c'est Reshut Arabim? Amarleh Vechen Begouma. Rav Yosef a répondu à Abaye, son élève, oui, la Gouma en profondeur, c'est comme la colonne en hauteur. Comme pour une colonne en hauteur, si elle a 9 tfahim de haut, c'est considéré Reshut Arabim, ainsi la profondeur. Rava Amar Begoumalo. Rava a dit pas du tout. S'il s'agit d'un trou dans le sol, un puits qui est profond de 9 tfahim, pas question de lui conférer un statut de Reshut Arabim. Maïtama. Pour quelle raison? Tashmish al-yede adhak loshmesh tashmish. Une utilisation difficile ne s'appelle pas utilisation. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre la hauteur d'une colonne et la profondeur d'un puits. Se servir de la colonne, c'est quelque chose de facile. On marche et on a besoin de réajuster son fardeau, eh bien on le pose sur la colonne et on le réajuste. Ça c'est tashmish facile. Tandis que aller poser les carottes et les tomates dans la profondeur du trou, il faut se mettre à genoux. Et après pour récupérer, il faut se remettre à genoux. Il faut se courber. C'est pas évident. C'est pas un tashmish facile. C'est un kalidé adhak. C'est une utilisation qui est difficile. De ce fait, tu ne peux pas dire que cette... comment on appelle ça? Ce trou a un statut de Reshut Arabim grâce à ce tashmish. Donc, mahloket. Entre Rav Yosef et Rava. Rav Yosef dit que Vechen Begouma. La Gouma, ça a le même statut que la colonne. Et donc, s'il y a une profondeur de 9 tfahim, c'est comme une colonne qui a une hauteur de 9 tfahim, ça s'appelle Reshut Arabim. Tandis que Rava va dire que non. Tashmish al-yede hadhak, loshme tashmish. Et donc, même si la colonne de 9 tfahim s'appelle Reshut Arabim, mais un puits de 9 tfahim ne s'appelle pas Reshut Arabim, c'est Makom Ptour, ou bien c'est Carmélite, en fonction de
im yeshbo arba al arba. Et Tivé Rav Ada bar Matna le Rava. Rav Ada bar Matna va adresser une objection à Rava. Il va lui dire comme ça. Haïta kupato monachat birshut arabim gvoa asara ou rechava arba. En metaltelin lo mitocha lirshut arabim velo mirshut arabim letocha. Pachot miken metaltelin vechen beguma. Qu'est-ce que ça veut dire? La braïta qu'a cité Rav Ada bar Matna pour adresser une objection à Rava, elle dit la chose suivante. Si quelqu'un avait une coupa, c'est quoi une coupa? C'est un caisson, une malle, qui avait les mensurations de Reshut HaYachid, à savoir 10 fachim de hauteur, et la surface 4 par 4 fachim. Un homme avait posé avant Shabbat ce caisson dans le Reshut Harabim. Et voilà que maintenant, pendant Shabbat, il a trouvé un objet par terre, dans le Reshut Harabim. Il a soulevé et il a déposé sur le caisson. Eh bien, figurez-vous que cet homme a transgressé le Issour de Hotza. Ou l'inverse. Il y avait un objet qui était posé sur le caisson et pendant le Shabbat, il a pris cet objet, il a déposé sur le sol. Il a fait Hotza. Comme ça nous dit la Braïta. Relisons. Haïta kupato munahad birshut arabim. Le caisson qu'il avait était déposé dans le Reshut Harabim. Gavoa Sarah Veracha Varba, qui était d'une hauteur de 10 par 4 de large. En metaltelin, lo mitocha l'Reshut Harabim, velo mirshut Harabim le Torah. On n'a pas le droit de déplacer des objets. Et pas seulement de sur le caisson, même dans le caisson. Imaginons par exemple le caisson, il n'avait pas de surface, c'était plutôt un caisson ouvert, n'est-ce pas? Puisqu'il avait 10 fachim de haut, et à l'intérieur il y avait un espace de 4 fachim de large, tu n'as pas le droit de prendre des objets qui sont dans la caisse et poser par terre ou vice-versa. D'accord? Pourquoi? Car le caisson a un statut de Reshut HaYachid, puisqu'il fait 10 de haut par 4 de large. Pachot miken metaltelin. Mais s'il a moins que ça, moins que 10 fachim par 4 de large, alors tu peux prendre des objets du caisson au Reshut Harabim et du Reshut Harabim au caisson. Pourquoi? Parce que ce caisson, c'est pas un Reshut en soi. C'est quoi? C'est juste un Keli posé dans le Reshut Harabim. Un Keli posé dans le Reshut Harabim, comment il s'appelle? Reshut Harabim. Alors si tu prends des objets du caisson au Reshut Harabim au caisson, ça s'appelle toujours Reshut Harabim, Reshut Harabim, t'as pas traversé Arba Amot. Et Hachamim n'ont pas donné un Keli, un statut de carmélite. Chachamim n'ont pas donné, nous dit Rashi, un Keli, un statut de carmélite. C'est seulement si il est grand de 10 fachim et 4 fachim de large, que Minatora, il s'appelle Reshut HaYachid. Mais s'il est moins que ça, Chachamim ne lui ont pas donné un statut de carmélite. Vechen beguma. Vechen beguma. Qu'est-ce que ça veut dire Vechen beguma? Pareil pour la gouma. Que quoi? A priori, la Gemara dit Maïlav à Sefa. Que même en profondeur, gouma c'est un trou, un puits, creusé dans le sol. On a deux possibilités. Soit elle a une profondeur de 10 par 4, 10 fachim de profondeur par 4 de large. Donc dans ce cas-là, c'est un Reshut HaYachid. Mais s'il est moins que ça, il n'est pas Reshut Harabim. Ça veut dire quoi? Que tu as le droit de te servir de là-bas. Alors la question qu'il lui a posée, il lui a dit, c'est écrit dans la Sefa, Vechen Beguma. Et quand il lui a dit Vechen Beguma, ça veut dire quoi Vechen Beguma? Pareil pour la Gouma. Est-ce que, pareil pour la Gouma, ça se rapporte au premier din la Braïta, la Recha, ou bien ça se rapporte au deuxième din la Braïta, c'est-à-dire la Sefa? C'est quoi la Recha? La Recha, c'est que le caisson, il s'appelle Reshut HaYachid. Quand il a une hauteur de 10 avec une largeur de 4. Et par rapport à cette Recha, je dis pareil pour la profondeur. 10 par 4, eh bien c'est Reshut HaYachid. C'est une hypothèse.
Mais je peux te dire que non. Il n'y a pas que ça. Le chidouche de Vechen Begouma, c'est même par rapport au deuxième chidouche, la sefa. Que quoi? Que si on a moins de 10 tfachim de hauteur, ça s'appelle Reshut Arabim. D'accord? Moins de 10 tfachim de hauteur, ça s'appelle Reshut Arabim. Alors ça veut dire que quoi? Que moins de 10 tfachim de profondeur, c'est-à-dire 9 tfachim, ça s'appelle aussi Reshut Arabim. Et donc c'est une kushia contre Rava. Rava a dit que lorsque la profondeur, elle est inférieure à 10 tfachim, il n'y a que 9 tfachim, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. Pourquoi? Tashmish al yede athak loshmet tashmish. Un service, une utilisation qui se fait difficilement du trou, eh bien, ne donne pas au trou un statut de Reshut Arabim. Et a priori, Rava a tort, car nous voyons que Vechen Begouma, quoi Vechen Begouma? Que de la même façon que le caisson inférieur à 10 tfachim de hauteur, il a un statut de Reshut Arabim. Pareil, une gouma dont la profondeur est inférieure à 10 tfachim, ça a un statut de Reshut Arabim. Contrairement à Rava qui a dit que non. Qu'est-ce qu'avait dit Rava? Qu'une gouma, un puits, qui fait que 9 tfachim, n'a pas un statut de Reshut Arabim. Pourquoi? Tashmish al yede adhak loshmeh tashmish. Or c'est faux. La Braïta a dit Vechen Begouma. Et a priori, Vechen Begouma, ça se rapporte à la Sefa. Il lui a répondu, il lui a dit Lo Aresha. Je peux te dire que Vechen Begouma, ça ne se rapporte pas à la Sefa. Ça se rapporte uniquement à la Recha. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Recha? Un caisson qui fait 10 par 4, 10 de haut par 4 de large, s'appelle Reshut Hayachid. C'est ça ce qu'on a voulu dire. Vechen Begouma, profondeur 10, largeur 4, c'est Reshut Hayachid. Par contre, moins que ça, c'est Makom Pitour. Moins que ça, c'est Makom Pitour. C'est-à-dire Makom Ptour Minatora et Carmélite Miderabanan. Si c'est moins que 10 tfachim de profondeur, encore une kushia. Et Tivé, une kushia contre Rava, qui a dit que Tashmish al yede atrak loshmet tashmish. Il est écrit dans une baraïta, Nitkaven lishbot birshut arabim ve'niach iruvo babor lema'ala me'asarat tfachim iruvo iruv lemata me'asarat tfachim en iruvo iruv. Là, on parle de Iruvet Troumin. La Baraïta nous dit que si quelqu'un qui normalement n'a pas le droit de sortir de sa ville au-delà de 2000 coudées, chacun a le droit, Shabbat, de marcher en dehors de la ville, mais au maximum à 2000 coudées, vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Mais quel est le din si une personne a décidé de marcher 4000 coudées dans un sens? Par exemple, vers le nord. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire Iruvet Troumin. Il prend du pain Mazon Shte Seudot et il dépose à 2000 coudées. Et comme ça, il aura le droit de marcher encore 2000 coudées le Shabbat. Mais ça, ce qu'il a pris vers le nord, il a perdu du côté sud. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est une fois qu'il a fait Iruvet Troumin, alors il pourra marcher 4000 coudées dans ce sens, mais même pas une coudée dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, où est-ce qu'on dépose le pain? Il faut qu'il soit accessible, ce pain. Il faut qu'il soit hu ve'iruvo bemakom ehad. Imaginons que le pain, il a gardé où? À l'intérieur d'un puits qui était Reshut Hayachid, qui avait une profondeur de 10 tfachim et 4 tfachim de large. L'homme où il se trouve? Dans le Reshut Arabim. Alors c'est pas bon. Parce que hu bemakom ehad ve'iruvo bemakom acher. Le Iruvet Troumin n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans cette baraïta? Étonnamment, Nitkaven lishbot birshut arabim. S'il avait l'intention d'être konné shvita birshut arabim,
c'est-à-dire Eruv et Tchumin, Veniach Eruvo Babor, et il a déposé son pain du Eruv dans le puits, alors la Braïta nous dit comme ça, les ma'ala me'asarat fachim Eruvo Eruv. On va traduire littéralement. S'il a mis le pain au-dessus de 10 tfachim, son Eruv est kasher. Les mata me'asarat fachim, en Eruvo Eruv. S'il a mis son pain en dessous de 10 tfachim, son Eruv n'est pas kasher. Fin de citation de Baraïta. Et maintenant, la Gemara fait l'analyse suivante. Hechidami. Qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de 10 tfachim ou en dessous? Elima bebordeit be'asara. Si on parle d'un puits qui a 10 tfachim de profondeur, ou les ma'ala, et quand on a dit les ma'ala me'asara tfachim, ça veut dire des dalai ve'utve. Imaginons, le bord, il fait 10 tfachim de profondeur, il fait, par exemple, 20 tfachim de profondeur. Exemple. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Dalai ve'utve. Il a soulevé le pain, et il n'a pas mis au fond du puits, il a soulevé, et il a déposé où? Au-dessus de 10 tfachim. Par rapport à la profondeur du puits, il n'a pas mis au fond, il a mis en haut des 10 tfachim, par rapport à la profondeur. Ça veut dire que le pain est proche du bord, il est proche du seuil du puits. Facilement, tu peux t'agenouiller et le prendre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire les mata, me'asarat fachim, des tatae ve'utve? C'est quoi tatae ve'utve? Il a déposé où? En bas. Il a rabaissé, il a posé en bas de 10 tfachim. Alors en araméen, dalai, c'est élevé. Il a levé. Dalai. Aromimcha Hashem qui dit litani. C'est quoi ta taille? C'est au contraire, il a rabaissé. Donc qu'est-ce que ça veut dire les ma'ala me'asara ou les mata me'asara? C'est que toujours dans le trou, qui fait par exemple 20 tfachim, il a levé ou il a baissé. La Gemara dit, je ne comprends pas. Mali les ma'ala, mali les mata. Hu bemakom ehad. C'est-à-dire que tu ne peux pas me donner ce pirouche. Ce pirouche, il ne veut rien dire. Car la problématique, c'est quoi? C'est que l'homme se trouve dans le Reshut Arabim et son pain se trouve dans le puits qui est Reshut Yahid. Or, il faut qu'il se retrouve au même niveau, dans le Reshut Arabim. Alors maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Dans le puits, ça dépend où est-ce qu'il a mis le pain. En haut ou en bas? Il dit, mais qu'est-ce que ça change? En haut ou en bas? Ça change absolument rien. Car il est inaccessible, ce pain. Quand je me tiens, moi, dans le Reshut Arabim, évidemment que je n'ai pas le droit de prendre du pain qui est dans le puits pour le ramener vers moi dans le Reshut Arabim. Et peu importe où est-ce que j'ai déposé le pain, que je l'ai déposé en profondeur ou que je l'ai déposé en hauteur, c'est toujours dans le puits. Et le puits, c'est Reshut Yahid. Et c'est assourd de ramener vers soi le pain, car moi, je suis dans le Reshut Arabim. Le pain, il est dans le Reshut Yahid. Peu importe dans quel niveau du puits. Et la vadaï, donc, puisque ce pirouche, il est inenvisageable, et la lave, bebord delit be'asara, vekatane, iruvo, iruv, alma tashmish alide athak, shmet tashmish. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit forcément, quand la Braïta nous a dit que ça dépend, où est-ce qu'il a mis le Hérouv? Est-ce qu'il a mis le Hérouv dans un trou, les Ma'ala Me'asara, ou bien les Mata Me'asara? Ça veut dire que la profondeur du puits varie. Parfois, c'est un trou qui a 10 tfachim de profondeur. Parfois, il n'a que 9 tfachim de profondeur. S'il a 10 tfachim de profondeur, ça s'appelle les Ma'ala Me'asara. Alors là, c'est pas bon, car lui, il est Bershut Arabim, et son pain, il est Bershut Yahid. Tandis que si le puits, il est inférieur à 10 tfachim de profondeur, il a combien? Que 9 tfachim. S'il n'a que 9 tfachim, alors ça s'appelle Reshut Arabim. Pourquoi?
parce que les gens, ils se servent de cette profondeur. Ils vont déposer là-bas leurs carottes et leurs tomates. Donc, tashmish al yede athak, shmet tashmish. Tu vois, contrairement à ce que tu as dit, Rava, qu'une utilisation difficile ne s'appelle pas Reshut Arabim. Je t'ai démontré que oui. Bien qu'il est difficile de se courber, de se pencher pour aller déposer ses carottes dans le trou qui fait 9 tfahim, malgré tout, ça s'appelle Reshut Arabim. La preuve, c'est que le Eruv est kasher. Hu ve'eruvo bemakom ehad. Alors, comment tu as dit le contraire? La Gemara nous dit que Rava, parfois il répondait ainsi, parfois il répondait autrement. Zimnin meshanele hu ve'eruvo bekarmelit ve'amay karele Reshut Arabim lefi she'ena Reshut Hayahid ve'zimnin meshanele hu birshut Arabim ve'eruvo bekarmelit ve'rabihi de'amar kol davar shu mishum shvut lo gazru alav ben hashmashot. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la Gemara nous dit que Rava parfois répondait d'une manière et parfois il répondait d'une autre manière. La Gemara nous dit que Rava donnait une première réponse à Rav Ada et il lui disait, tu sais où est-ce qu'il se retrouve ce trou? Dans un champ. Un champ, quel est son statut halachique? Un champ qui n'est pas clôturé. Ça s'appelle carmélite. C'est pas Reshut Arabim. C'est carmélite. Alors le trou qui se trouve là-dedans et qui est inférieur à 9 et qui est inférieur à 10 tfachim, qu'est-ce qu'il est? Il est carmélite. Et le bonhomme, où est-ce qu'il est debout? Dans le champ. Qu'est-ce qu'il est? Carmélite. Alors ça s'appelle Hu ve'iruvo bemakom ehad. Seulement, tu as dit nitkaven lishbot birshut Arabim. Ça correspond pas à la terminologie employée par la Braïta qui a dit cet homme avait l'intention d'être chauvette dans le Reshut Arabim. Mais de quel Reshut Arabim tu me parles? Mais le champ, c'est pas Reshut Arabim, c'est carmélite. La réponse, c'est que Bémet, c'est carmélite. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait Reshut Arabim relativement au Reshut Hayahid? Pour dire que ce n'était pas un Reshut Hayahid, ce n'était pas clôturé. Deuxième réponse, parfois il lui donnait une autre réponse. Vezimnin meshanele hu birshut Arabim ve'iruvo bekarmelit behemet. C'est à l'extérieur du bord. C'était pas un champ, c'était un Reshut Arabim mamash. Et le trou qui est inférieur à 10 tfachim, il n'a que 9 tfachim. C'est pas un Reshut Arabim parce que tashmish alede atrak losh met tashmish. Donc ça s'appelle behemet carmélite. Ah, tu vas me dire, dans ce cas-là, ça s'appelle Hu bemakom ehad ve'iruvo bemakom acher. Lui, l'homme, il est dans le Reshut Arabim et le Hiruv, il est dans le Carmélite. Donc il est inaccessible. Comment ça se fait que le Hiruv marche tout de même? Il dit qu'on va d'après Rabbi. Et Rabbeinu Kadosh a dit un Hidouche merveilleux. Regardez le Hidouche de Rabbi. Ve Rabbihi de'amar kol davar shu mishum shvut lo gazru alav ben hashemashot. C'est-à-dire, à quel moment précisément le Hiruv et Tchumin prend effet? À quel moment précisément? Ben hashmashot. C'est ça fait Yom, ça fait Laïla. Et puisqu'à l'entrée du Shabbat, qui s'appelle Ben hashmashot, à ce moment-là, il n'y a pas de Issour. Il n'y a pas de Issour. Exactement. Le Issour des Rabbanan n'existe pas, Ben hashmashot, puisque ça fait que des Rabbanan la Kula. Or, l'interdiction de prendre le Hiruv de la Carmélite, c'est un Issour qui n'est que mis des Rabbanan. Issour des Rabbanan de récupérer le Hiruv de la Carmélite, c'est que lorsque Shabbat est vraiment tombé, c'est-à-dire à la tombée de la nuit. Mais à l'entrée du Shabbat, qui est Ben hashmashot, et qui d'ailleurs est l'heure de la prise d'effet du Hiruv, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de Hu ve'iruvo bemakom acher. Car il a le droit de prendre le Hiruv de la Carmélite. Quand est-ce qu'il n'aura pas le droit de prendre le pain de la Carmélite? C'est à la tombée de la nuit, quand il y aura 3 étoiles. Mais avant cela, quand c'est Ben hashmashot,
il a encore le droit de prendre la carmélite, car carmélite c'est un issour qui n'est que mis des rabanan, et il n'y a pas de issour des rabanan ben hashmashot d'après Rabbi. Alors il dit, c'est ça la réponse, cette baraïta, elle va d'après Rabbi. Alors Behemet dit Rava, j'ai raison de dire que tashmish alédé atrak, losh met tashmish. Et donc c'est pas Reshut Harabim. Si ce n'est pas Reshut Harabim, qu'est-ce que c'est? C'est carmélite. Alors le problème existe toujours, c'est que Hu bemakom ehad, Hu birshut harabim, ve'eruvo bekarmelit. Alors comment le eruv il prend effet? Réponse, la prise d'effet du eruv, c'est ben hashmashot. Ben hashmashot, à ce moment-là, il n'y a pas de issour des rabanan de carmélite, car tous les issourim des rabanan, d'après Rabbi, il n'existe pas ben hashmashot, puisque ça fait que des rabanan la kula. Donc ça s'appelle Hu ve'eruvo bemakom ehad, puisqu'il a le droit d'accès. Il n'y a pas le issour de prendre de la carmélite lorsque je me tiens dans le Reshut Harabim ben hashmashot. Elle est magnifique cette réponse également. Et regardez d'ailleurs, Rava va dire à Rav Ada, velotema dahouye kamedahinalar, c'est-à-dire, et ne pense pas que je cherche juste à te réfuter sans raison valable. Non. Et la davka kaminalar, tout ce que je t'ai dit maintenant, c'est ma mâche medouyak. C'est précis. Ditnan, je t'apporte une preuve d'une Mishnah qui dit Imaya rekak maim urshut harabim mehallechet bo hazorek le Torah arba amot hayav vekama urekak maim pachot me'asara tfachim verekek maim shereshut harabim mehallechet bo hazorek le Torah arba amot hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit il y a une Mishnah dans Masechet Shabbat Daf Kuf qui dit quelque chose de très étonnant. C'est quoi? C'est que quelqu'un qui a marché dans une flaque d'eau, Rekak Maïm, dans le Reshut Harabim, on marche, pendant Shabbat. Et on marche tout le monde marche dans la flaque d'eau. Eh bien, ça rend la flaque d'eau Reshut Harabim. Normalement, un plan d'eau, comme Yam, c'est pas fait pour marcher dedans. Donc, c'est carmélite. Comment est-ce qu'on peut avoir un plan d'eau qui est Reshut Harabim? C'est une shloulite, un rekak maïm. Regardez comment la Mishnah dit. Imaya rekak maïm, urshut harabim et halechet bo. Le public marche dedans. Azorek le Torah arba amot hayav. Si je prends un objet dans le Reshut Harabim et je le lance au-delà de 4 coudées, hayav. Pourquoi? Parce que quand ça atterrit dans la mare, ça atterrit dans la flaque d'eau, c'est Reshut Harabim. Pourquoi? Il n'y a pas une profondeur de 10 tfachim. Il y a une profondeur par exemple de 5 tfachim. Mais on aurait pu dire que comme les gens ne marchent pas ici, c'est carmélite. Tu te dis, c'est vrai. Mais étant donné que les gens marchent, alors ça l'a transformé en Reshut Harabim. Ve'ad kama rekak maim. Quand est-ce qu'on considère que ce rekak maim peut avoir le statut de Reshut Harabim à cause de la marche du public? Que s'il n'a pas une profondeur de 10 tfachim, pachot me'asara tfachim. Parce que s'il y avait une profondeur de 10 tfachim, désormais ça devient quoi? Reshut hayachid. Et un Reshut hayachid ne peut pas devenir Reshut Harabim à cause de la marche du public. La Mishnah continue et nous dit Verekek maim shershut harabim alechet bo azorek le Torah arba amot hayav. Elle nous répète la même chose. Une mare, une flaque d'eau où les gens marchent. Celui qui jetterait là-bas un objet à une distance de 4 coudées, il est hayav parce que ça s'appelle arba amot birshut harabim. Fin de citation de la Mishnah. Alors regardez comment il pose la question. Il va lui dire, je ne comprends pas, pourquoi cette redondance? Pourquoi cette répétition inutile dans la Mishnah? Au début et à la fin, on dit la même chose. Alors il lui dit, Bishlama, Rekek, Rekek, Trezimne, Had bimotahama, Vechad bimotageshamim. Encore qu'on ait répété 2 fois le même cas, que Rekek Maim, une mare, une flaque d'eau. Pourquoi on te répète 2 fois la même chose? C'est pour nous dire que ça a le même din en été comme en hiver.
Bimot achama en été, bimot akshamim en hiver. Utsricha, il fallait le dire. Pourquoi il fallait le dire 2 fois? Deiyash mu'inan bimot achama, car si on nous avait enseigné cette halakha que bimot achama en été, des avidin chez les karouré nafshayu, car il est fort possible que des gens marchent dans une mare, et ce n'est pas étonnant, car ils veulent se rafraîchir quand il fait trop chaud. Aval bimot ageshamim imalo. Par contre, en hiver, je vais te dire que ça n'a pas le statut de Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas tendance à rentrer dans de l'eau en hiver, n'est-ce pas? Donc j'aurais dit que c'est pas considéré comme Reshut Harabim. Veiyash mo'inan bimot ageshamim. Et si on nous avait enseigné cette halakha, que Rekek Maïm c'est considéré Reshut Harabim en hiver, j'aurais pu penser que c'est Dafka en hiver, mais pas en été. Pourquoi? Agav de metanif, mikre venahit, aval bimot ahama, lo. Ça veut dire que en hiver, on est déjà très sale. À l'époque, les gens marchaient en hiver sur de la boue, car la terre n'était pas goudronnée, elle était battue. Quelqu'un qui marche sur de la terre battue, il est tout dégoûtant. Les chaussures déjà pleines de boue et ainsi de suite. Alors ça ne le dérange pas de marcher dans une flaque d'eau, au contraire il va se nettoyer. Alors c'est la raison pour laquelle j'aurais pu penser qu'en hiver, la mare d'eau elle s'appelle Reshut Harabim, Davka en hiver, mais pas en été, parce qu'en été on est propre, on n'a pas envie de se salir avec une mare d'eau. Tzricha, c'est pour cela que quoi? Que il fallait le dire 2 fois, une fois pour l'été, une fois pour l'hiver. Et la hilour trezimne la mali. Pourquoi tu as répété 2 fois Urshut Harabim et Alechetbo dans la Recha, Urshut Harabim et Alechetbo dans la Sefa, à propos de ce Rekek Maïm? Pourquoi 2 fois? Et là, Lavshma Mina, Hilour Alidat Hak Shme Hilour, Tashmish Alidat Hak Lo Shme Tashmish. C'est-à-dire qu'on veut te dire par cela que Davka, Reshut Harabim me Halechetbo, le Hilour, même quand il est à l'idée hak, comme en l'occurrence, c'est pas très agréable de marcher dans l'eau, mais malgré tout, puisque les gens le font, ils marchent dans l'eau, alors c'est considéré Hilour, c'est considéré Reshut Harabim. De là tu déduis pourquoi on a répété 2 fois, pour te dire que Davka, le Hilour, à l'idée hak, transforme l'endroit en Reshut Harabim. Mais le Tashmish à l'idée Atrak ne peut pas transformer l'endroit en Reshut Harabim. Donc un trou de 9 tfahim, bien que il peut y avoir des gens qui l'utilisent, mais ça ne va pas lui donner un statut de Reshut Harabim pour autant. Car c'est difficile de ce Tashmish. Il lui a dit Shema Mina. Donc tu vois que ce que je t'ai dit, que un trou de 9 tfahim ne s'appelle pas Reshut Harabim, c'est pas stam. J'ai pas voulu juste m'entêter pour te dire une chose qui est fausse. Behemet c'est kacha. Tashmish, c'est du fait que la Mishnah est répétée 2 fois. Stam, c'est une dracha. Comme il a écrit 2 fois Hilour. Hilour, c'est pour dire Davka be Hilour. Alidé Adhak. Shme Hilour et c'est Reshut Harabim. Aval Tashmish, Alidé Adhak, le Shme Tashmish. On va s'arrêter là.